que la France sera brutalement décomposée à mesure que leur turpitude permette cette montée de l'extrême droite. Bon, alors, il y a une autre solution, moi j'essaye de la faire vivre, j'y arrive ou j'y arrive pas, bon on verra, mais ça c'est l'histoire de France. La France n'est pas vouée à l'UMP et au PS jusqu'à la fin de ses jours. Peut-être qu'elle est capable d'inventer autre chose. Ça veut dire, Jean-Luc Mélenchon, que l'hypothèse de Marine Le Pen présente au second tour, il faut que la gauche se prépare, il faut pourquoi pas une primaire de toute la gauche pour désigner un candidat ou une candidate qui sera capable de se qualifier pour le second tour. Écoutez, ça c'est très politicien tout ça, et les gens ça les exaspère, ils en ont assez de tout ça. Vous avez vu, on a mis 30 minutes à vous la poser la question quand même dans l'émission, non, mais j'aimerais bien avoir une réponse quand même. Non, mais je le comprends. Vous avez l'union de la gauche, c'est pas que politicien, la présence de la gauche au second tour, mais ce qu'il faut surtout pas faire, c'est des combines. C'est ça que j'arrête pas de dire. Une primaire, c'est démocratique, c'est pas une combine. Tout le monde est candidat, tous ceux qui veulent. Non, c'est pas démocratique pour un sou. La primaire, c'est pas ça marche à coup de gens qui s'affilient à une primaire, et ensuite ça marche à coup de sondage, tout ça n'est pas possible. Je vous la pose différemment, s'il y a une primaire de toute la gauche, vous y allez ou pas? Et si le Père Noël venait à surgir, que ferais-je? Lui demanderais-je immédiatement de me donner tel ou tel cadeau dont je rêve? Et si. C'est pas le sujet. Le sujet d'aujourd'hui, c'est le drame. Un pays qui n'en peut plus, de gens qui n'en peuvent plus, qui trouvent que c'est pas juste. Et nous, on est là, à jouer de la musique. Qu'est-ce qu'on va faire en 2017 si Madame Schmoll arrive devant Monsieur Bidule, qui lui-même aura... Non, je ne suis pas d'accord. Et quant à nous, la chose que moi je ne ferai pas, les autres feront bien comme ils veulent, c'est des combines. Parce que quand Manuel Valls dit « la gauche peut mourir », eh ben, il sait de quoi il parle parce que c'est lui qui est en train de la tuer. Mais voilà comment il nous tue. Parce qu'ils nous mettent au pied du mur. Ou vous êtes d'accord avec nous, ou vous pouvez crever dans votre coin. Ou bien, ou vous soutenez ma politique qui conduit au désastre que nous voyons, ou bien je ne vous parle pas. Eh bien, c'est cette manière, en quelque sorte, de s'emparer de tout le monde qui est en train de faire mourir la gauche. Donc moi, je tiendrai tête. Aussi longtemps que je pourrai, que j'en aurai la force physique et intellectuelle, je veux qu'on ouvre un chemin autonome, pas pour faire de la bidouille, mais pour faire de la planification écologique, relancer l'économie du pays et proposer le goût du futur à tous les jeunes compatriotes. Il y en a plein le dos de voir. Écoutez, je vais vous ramener une réalité. Là, je quitte une copine avec qui je discute. Elle va entrer interne en médecine. Donc c'est Bac plus 9. Interne en médecine, 1300 € par mois. Dans quel pays on vit? Où les élites, là je parle des élites intellectuelles, professionnelles, sont payées avec des lance-pierres pendant que des bons à rien se gavent simplement parce qu'ils sont à la tête d'empires financiers. Il y en a assez. C'est pas cette France-là qui... Jean-Luc Mélenchon, vous dont les Français dites que vous incarnez le mieux la gauche, comment vous expliquez que vous n'arrivez pas à capitaliser sur l'échec du PS? C'est la vie, qu'est-ce que vous voulez? Eh bien les gens, ça prend du temps. Tsipras, il fait 30% en Grèce, vous en faites 6,5%. Oui. Quel est le problème? Eh ben, je ne souhaite pas à mon pays ce que la Grèce a subi avant d'en arriver à me donner 30% à Tsipras, parce qu'ils sont un peu lents aussi à la détente, cela. Ils auraient dû lui donner 30% bien avant, ils se seraient épargnés quelques années. Pourquoi c'est le FN qui monte en France et pas le Front de gauche? Eh bien, il y a plein de raisons à ça. D'abord, nos propres erreurs, on en commet. On s'est rendu illisible pendant les élections municipales, les uns emmistouillés avec le Parti Socialiste, les autres qui n'en voulaient pas. Tout ça est paru communiste. Tout ça est paru incompréhensible aux gens, et donc nous nous sommes auto-disqualifiés. Et donc après, quand on arrive aux Européens, alors les gens disent « Ah bon, vous êtes ramicolés ?» Ah bah oui, on s'est ramicolés parce que sur l'Europe, on pense exactement la même chose. Sur le futur... Ah oui, mais nous, de toute façon, l'Europe, on n'y croit pas, donc les gens ne viennent pas voter. C'est une explication. Après, je ne vais pas avoir l'ingratitude de vous rappeler que le CSA est intervenu à 2 reprises contre les déséquilibres d'accès à la scène médiatique pour le Front de gauche. Je vous rappelle qu'à un moment donné, on était à 0% sur un certain nombre de chaînes. Donc, il y a eu ça aussi qui a joué. Nos erreurs, la marginalisation médiatique, et puis aussi un certain talent de Madame Le Pen, qui s'est emparée du vocabulaire, des thèmes, de dizaines de thèmes du Front de gauche. Vous avez vu, il n'y a pas longtemps, ils soutenaient même les grèves maintenant, c'est une nouveauté. Hein. Donc, et elle a réussi comme ça. Alors, qu'est-ce qu'elle a réussi à faire? En un mot, elle a remobilisé ses partisans. C'est ça qu'elle est arrivée à faire. Sur 6 millions de voix qu'elle a eues aux élections présidentielles... sur 6 millions de voix qu'elle avait aux élections européennes, présidentielle, elle en a remobilisé 4 millions. Quant à moi, sur les 4 millions de ceux qui ont voté pour ma candidature aux élections présidentielles, c'est à peine si nous avons remobilisé 1,5 million. Voilà, nous n'avons pas su mobiliser les nôtres dans un océan d'abstention. Voilà, c'est ça la vie. Là, vous faites le constat. Donc, le lepénisme prend le pas sur le mélenchonisme.
On voit que le PC prend des distances avec vous et on voit émerger Cécile Duflot, qui se gauchise, on va dire, et qui drague les frondeurs, les communistes, certains écologistes. Alors vous, dans tout ça, c'est devenu Cécile Mélenchon? Excusez-moi, je ne comprends pas de quoi vous me parlez. Eh ben, face à cette Parce stratégie, que pour ce que je viens l'instant, de dire là. attendez, Oui. je vais pas vous. Moi, je peux pour être plus l'instant, explicite. la situation, au plan purement politicien, que je distingue de la réalité sociale à cet instant, les choses vont dans mon sens. Parce que, pardon, c'est quand même moi qui ai commencé à parler de majorité alternative à une époque où à chaque interview, on me disait « Ah, vous jouez de la mandoline » et il n'y a personne qui répond. Bon, entre-temps, les Verts sont partis. Ok. Non, Et mais maintenant pour l'instant, ce qui est en train de se mettre en place, c'est le scénario que j'ai appelé de mes voeux. Alors tant mieux. Oui, mais c'est pas vous qui êtes... Mais je m'en fiche de ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas ma personne. Moi, ça va, j'ai tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que si c'est Cécile Duflot qui porte cette voix à la gauche du PS, c'est pas grave, si c'est pas vous. Mais bien sûr que c'est pas grave, le nom de la personne. Encore faut-il qu'elle y parvienne. Car permettez-moi de vous dire que ce n'est pas acquis pour l'instant. Mais moi, je veux l'encourager, Cécile Duflot, à continuer à marquer ses distances avec le gouvernement. Mais surtout, je voudrais dire aux dissidents de toutes les variétés, frondeurs, mécontents, frustrés, mal aimés, je ne sais quoi, de tous ces groupes qui existent. Assez de parlotte, plus d'actes. Parce que c'est vous qui avez le pouvoir, c'est pas moi. Il y a 10 députés du Front de gauche à l'Assemblée nationale. Vous, si vous le voulez, vous pouvez changer la majorité à l'Assemblée nationale. Donc je dis aux Verts, assez de paroles, plus d'action. Les députés Verts viennent de recevoir comme consigne de leur Conseil national de ne pas voter le collectif budgétaire. Vous savez, le collectif budgétaire, c'est ce qui arrive là. À partir de demain à l'Assemblée. Eh bien, j'appelle à ce qu'on ne vote pas le collectif budgétaire. Les députés ne doivent pas être déférents à l'égard de François Hollande. Ils doivent être déférents à l'égard du peuple qui les a élus. Vous les voyez, les 41 frondeurs du Parti Socialiste? Vous avez des contacts avec eux? Vous essayez de leur dire, venez, on est mieux ici? Ça se passe pas comme ça. Pourquoi ça se passe je pas parle comme ça avec beaucoup de monde, et pour être plus exact, beaucoup de monde parle avec moi. C'est-à-dire, il vous appelle et vous dit, si ça continue, on vient chez toi, Jean-Luc. Non, s'il vous plaît, ça se passe pas comme ça. On Et vous puis, voit de toute d'abord. façon, Non, mais je ne vous dirai rien sur ce sujet. Vous leur Parce parlez que ou moi, pas? Vous leur parlez ou pas, simplement? je parle à plein de Ah gens non, et plein de gens me parlent. Mais je vis pas dans une, je suis pas enfermé dans une tour. Je parle, il y a plein de gens que je connais depuis des années. Mais pour moi, le centre de gravité, c'est pas la bidouille politique. Je leur ai dit à tous. J'en ai ras-le-bol des appels, des déclarations. Vous venez Maintenant, d'en lancer un d'appel. Vous venez de dire, il faut qu'il Voter. passe le pont et qu'il quand on qu'il est se coupe du député, gouvernement. on doit des comptes au peuple français, pas au président de la République. Votez contre ce collectif budgétaire. Retrouvez-vous avec mes camarades communistes, retrouvez-vous avec les socialistes et votez tous ensemble contre le collectif budgétaire. Et à ce moment-là, Ils ont fait des vous gestes sur les impôts. Manuel Valls a fait des gestes sur les impôts. Mais des gestes, madame, il fait des gestes auxquels personne ne comprend rien, parce qu'un jour il fait, le lendemain il défait, et le surlendemain vous découvrez qu'il n'a rien fait en réalité, qu'il 4 vous a millions de enfumé. ménages imposés, Oui, moins ou plus imposés Mais du c'est tout. pas le sujet, encore une fois. Ah, la baisse des impôts, c'est pas le sujet. Mais non, le sujet, c'est pas les petits arrangements. Alors j'ai décidé, je vous prenais 20 millions. Ah non, finalement, je vous en prends que 10. C'est quoi le ça, sujet, quelque- alors? C'est quoi Le le sujet, sujet c'est changer la ligne politique économique du pays. Il faut arrêter avec les politiques de contraction de la dépense publique et qui favorise, il faut mettre en place des politiques qui favorisent l'investissement De relance. et la relance écologique de l'activité. Combien de fois va-t-il falloir que je répète, j'espère que vous avez vu que mon thème se répand, la France dispose des moyens de se redéployer, ça s'appelle la mer. Entre l'agriculture qui est liée à la mer, entre la modification de la production énergétique, entre le montage et le démontage des bateaux et des navires. La France est la deuxième territoire maritime du monde. Nous avons un trésor sous nos pieds, alors qu'on arrête de confier le pouvoir à quelques misérables scribaillons qui essayent de faire tomber des additions en équilibre et qui, à mesure qu'ils font cette politique d'austérité, ruinent le pays. Il n'y a pas besoin d'être un aigle d'une super intelligence pour comprendre ça. Les politiques d'austérité ne marchent nulle part. Maintenant, vous avez des prix Nobel, des ministres, tout le monde est d'accord. Alors enfin, combien de temps va durer le supplice du peuple français? Et maintenant, d'Europe, si vous voulez bien, dans les dernières minutes de cette émission. 6 minutes. 6 minutes, voilà, comme ça tout le monde a entendu, à 6 minutes d'émission. Dans quelques jours, les 28 vont se mettre d'accord sur le nom du prochain patron de la Commission européenne. Qui remplacera José Manuel Barroso? C'est le libéral Jean-Claude Juncker qui semble plus que jamais favori. Quel symbole! Alors, vous dites quoi? Vous dites que ça va être un bon président de Commission? Non, Juncker d'abord parce que la Commission est une institution adémocratique et que donc moi je suis un républicain et un démocrate, je ne peux pas accepter ce genre de pouvoir.
Deuxièmement, parce qu'ils ont un pouvoir immense. Le peuple français vient le béret à la main tous les 6 mois, présenter son projet de budget avant que les députés l'aient vu, se fait engueuler, reçoit des bons points ou des mauvais points, et des injonctions aussi stupides que celle de démanteler la carte de France avec la réforme territoriale et ainsi de suite. Ensuite, M. Juncker est quand même... C'est l'injonction de Bruxelles, oui. démanteler la carte territoriale et la refonte des régions ? Oui. Pourquoi ? Il suffit de lire le programme de réforme présenté par Manuel Valls à la Commission et les demandes de la Commission. Ils ont demandé qu'on réorganise l'administration du territoire français. Et donc, aussitôt, François Hollande a pris ses ciseaux et découpé n'importe comment et donné une France qui va s'en aller en morceaux. Parce que quand vous fabriquez une région avec Montargis et La Rochelle, vous êtes tombé sur la tête, vous avez fumé la moquette, il y a quelque chose qui ne va pas. Il n'y a aucune structure de l'État qui corresponde à cette organisation du territoire. C'est les frontières qui sont posées qui vous dérangent ou c'est le principe d'avoir moins de régions ? Le principe est absurde. La France est d'autant mieux administrée qu'elle a ces 3 niveaux qui fonctionnent, la commune, le département et la région. Et bien sûr, le niveau de l'État. Sous prétexte de millefeuille, on va créer des dépenses inutiles et somptuaires, on va créer un désordre, on n'a pas le temps d'entrer dans le détail, mais surtout on va créer le droit à géométrie variable. Les Français ne le savent pas. Chacune de ces soi-disant grandes régions aura demain le pouvoir d'adapter et d'interpréter les règlements et les lois. Ça veut dire que nous cesserons d'être tous dans la même République. Nous serons, suivant l'endroit où nous habitons, soumis à des régimes légaux et réglementaires différents. C'est une catastrophe. Pardon, on est parti de l'Europe, on est arrivé à Montargis. J'ai une toute petite question sur l'Europe, si vous voulez bien. Montargis, c'est important. Évidemment que c'est important, Montargis. C'est dans le Loiret, vous le savez. Évidemment que je le sais. Jean-Marc Ayrault, son nom revient comme un possible futur président du Conseil européen. Je ne sais pas et je ne m'intéresse pas européen. à ça. Non, mais ce serait une bonne nouvelle pour la France ou pas ? Mais un c'est vous qui Français à la faites tête les du Conseil européen. C'est pas moi. Vous me parliez de Juncker à l'instant. Oui. Je vous ai dit pourquoi j'estimais que la Commission était une tyrannie, Oui. une dictamole. C'est-à-dire, il y a la dictature, ça se voit, et puis la dictamole, ça se voit pas. C'est la même dictature. Mais M. Juncker est tout de même le symbole de quelque chose d'inacceptable. Il a été pendant je ne sais combien d'années le patron, le chancelier du Luxembourg, un État considéré comme un paradis fiscal. Par conséquent, c'est ça le symbole qu'on donne au moment où on dit qu'il manque 1000 milliards tous les ans en Europe. Certains parlent de 2000 milliards de fraude fiscale. Alors on va nommer comme président de la Commission un homme qui a passé sa vie à essayer de donner comme avantage à son pays d'être le lieu où l'on pourrait frauder fiscalement. J'estime que tout ça est une comédie qui finira mal. Quant à voir François Hollande faire le remblai pour Juncker, c'est-à-dire pour quelqu'un de droite, et qui est cet homme-là, le voir aller faire le chien de garde pour ramener tous les gouvernements sociodémocrates à voter pour lui est un spectacle consternant et affligeant. Jean-Luc Mélenchon, il nous reste 2 minutes 30 précisément pour la dernière séquence de cette émission. Ça s'appelle Droit au but. C'est une série de questions. Réponses rapides, si possible, sans langue de bois. Et c'est Roselyne qui vous pose la première. Alors vous avez beaucoup parlé du bonheur. Certains candidats au bac ont dû plancher sur la question que doit-on faire pour être heureux? Alors je vous pose la question. Non, c'est pas que doit-on faire pour être heureux. Doit-on tout faire, pardonnez-moi, vous avez raison. Soyons précis, doit-on tout faire pour être heureux? Je crois, oui, qu'il faut tout faire pour être heureux. Et je dirais, comme Saint-Just, le révolutionnaire de 1789, le bonheur est une idée neuve en Europe. Pour l'instant, nous avons le malheur qui, lui, n'a pas de prix apparemment, et qui est administré généreusement sur les peuples européens qui subissent des martyrs. Oui, il faut tout faire, et il faut le faire avec philosophie, c'est-à-dire qu'il y a les grandes questions et les petites. Et il faut chercher en soi, souvent, le moyen d'être heureux, quelles que soient les circonstances. Vous avez 4 heures, on ramasse les copies. Thierry Borsa. Jean-Luc Mélenchon, les Bleus qui gagnent des jolis matchs au début du mondial, c'est bon pour la France ou c'est bon juste pour le moral, du pain et des jeux? Non, c'est bon pour le moral. Bon, les jeux, la Coupe du Monde de foot est à bien des égards une infamie, pas pour des raisons de foot, mais pour l'argent qu'il y a là-dedans, le cirque que ça impose, notamment au Brésil, les souffrances. Bon, bref. Mais enfin, il y a la fête aussi, et il ne faut pas la bouder. Le foot est une passion populaire très très répandue. Ça fait du bien aux gens, à leur morale. Moi, j'ai adoré voir les Suisses se faire battre. Je connais rien au foot. Et mon jugement ne vaut pas un clou. Ça n'a rien de sportif. Juste, ça me fait plaisir. C'était la finance. Ça m'a fait terriblement plaisir qu'ils se fassent battre. J'ai jubilé comme tout le monde, et surtout ils ont perdu lourdement, ce qui est bien fait pour eux. Jean-Luc Mélenchon, on a vu ces derniers mois à la une du Parisien magazine Ségolène Royal en Liberté guidant le peuple, Arnaud Montebourg en marinière, tout récemment Laurent Fabius en Monsieur Météo. Est-ce que vous allez vous aussi vous prêter à l'exercice? Et si oui, ce sera quel personnage? Je ne sais pas. Je suis très méfiant à l'égard des portraits qui se font de moi, pour la raison qu'ils ont toujours été très insultants jusqu'à présent. Donc on m'a proposé des portraits, mais je suis très, très réticent parce que
J'ai la chair trop à vif encore de ce que j'ai récemment subi. Mais ça va, je cicatriserai. Hein. Ne vous inquiétez pas, il y a les vacances et le soleil qui arrive. Le Parisien fait une série assez marrante, il faut bien le reconnaître. Hein. Et tous autant qu'on est, même si on dit oh là là c'est facile, bon, on court tous voir ce que c'est. À chaque fois, moi j'ai regardé Montebourg en marinière. Je ne sais pas en quoi ils auraient idée de m'habiller. Qu'est-ce que vous en pensez vous-même? Je sais pas, on fera un concours d'idées peut-être. On va lancer un Robespierre. Robespierre, non, la perruque, ça n'irait pas, je crois. Non, Saint-Just, je veux bien. C'était un jeune homme extrêmement romanesque et moi, ça me rajeunirait. Mais non, ils trouveront autre chose, ils sont plus malins. Merci, Jean-Luc Mélenchon. Et à dimanche prochain. Poland's foreign minister has been left red-faced after a leaked conversation allegedly heard him use vulgar language to describe his country's relations with the U.S. And it's not the first time leaked tapes of EU officials have revealed the dark side of Brussels' love of Washington. RT's Mariana Portnaya has more. Ending love affair, America and its Atlantic partners consistently proclaim their rock-solid loyalty and mutual admiration. As friends and allies, we stand united, together, and forever. Warsaw has reciprocated the affinity, always leaving the door open for a U.S. footprint within its borders. And I'm very glad to be able to say that the Polish-American friendship and alliance is as strong as ever. Behind the camera-friendly facade of solidarity, Western partners are singing a much different tune. The same Polish official seen here reportedly calls his nation's alliance with the U.S. worthless, insisting it creates a false sense of security. In a secretly recorded conversation obtained by W. Prost magazine, Foreign Minister Radoslaw Sikorski is purportedly heard comparing Warsaw and Washington's relationship to that of someone who's always performing sexual favors and receiving nothing in return. And as for Europeans who are still bearing the burden of austerity, they're not really into expanding their union right now. The bloc's Energy Commissioner warns that the bailout for Greece is peanuts compared to the billions Brussels would have to cough up to save Ukraine's ailing economy. The President of the European Commission says the EU is not ready to integrate a country like Ukraine at this stage. And that sentiment is also echoed by the Foreign Minister of Europe's powerhouse, Germany. And Brussels is facing a huge battle to keep its old members at the moment rather than welcoming new ones, as RT's Pauline Boyka reports. Less than a month ago, a Eurosceptic earthquake rocked the European parliamentary elections. Anti-EU parties claimed first place in Britain, France and Denmark, leaving the EU's image battered and bruised. Now one man wants to give the European Union project the ultimate makeover by helping citizens form an emotional attachment to the, let's face it, dwindling EU brand. It's a monumental task. It's distant and boring. Our role is to make it fun. So if we can make you laugh and we can turn the European Union into something you can actually talk at a dinner, then we've done our job. All you need to do is read the Eurosceptic press. And you know you have a problem. The first quarter of the year brought bad news to the US. According to the latest figures, the country's economy shrank 2.9%, and that's the worst performance since the crisis of 2009. Despite that, some of America's 600,000 homeless people happen to have bought a lucky ticket. A Chinese billionaire cheered them up with a gourmet meal and promises of welfare assistance. Anastasia Chorkina explains. A charity event sending the media into a frenzy, as if the king of pop himself had come back to life. A New York landmark, the Central Park Boathouse, stormed by TV crews. Could you just please back up? Officer, could you help me out here? All this to witness Chinese billionaire Chen Guangbiao, known for his outlandish behavior, holding a $1 million lunch for the city's homeless. It's exciting, it's different. As entertainment, Chinese songs and volunteers in communist worker outfits, and magic tricks by the self-described most influential person of China. As you can see, love is everywhere in me.
all on display for the name of the good. Me as a homeless person, I need all the help I can get. A full-page ad in the New York Times this week to ramp up attention to this event has clearly served its purpose. A lot of homeless people didn't come because of that fact that they don't want to see them, they don't want media. In promotional ads broadcast on stage, Chen is touted as the most beloved Chinese role model among almost a dozen other titles. The ads have advertised 1,000 people, giving away $300 to each person. I think anybody would show up in Central Park for $300 in this day and age. About 200 homeless people were brought to the event on buses paid for by the magnate. It's sad that it takes an outsider, a foreigner, you know, to come and do this, but at the same time, hey, somebody got to do it. Chen talked of weeks of sleepless nights to prepare for what he dubbed the Love and Gratitude charity tour. There are so many people who are in need of help. The goal to show that rich Chinese people don't just throw away money on luxury. The extravagant charity event is set to become a tradition, with the eccentric Chinese billionaire promising to return to the U.S. every year to do what he can to help those in need. Marketing department of the EU to help with this problem. At Brand EU HQ, tongue-in-cheek posters talking about EU teams in the World Cup. Luxembourg's Prime Minister Jean-Claude Juncker announced his resignation on Thursday and called for snap elections. The move came after Juncker was accused by his own coalition partner of failing to stop the abuse of power by the country's secret service. Juncker has denied any wrongdoing. Kann wirklich vom Staatsminister verlangen, dass rund um Dauer weiß, was die 60 Mitarbeiter vom Israel machen? Wirklich? Als den Hinweis vom Gesetz, dass der Geheimdienst und die Autorität vom Staatsminister funktioniert, Hinweis genug für automatisch zu konkludieren, wann etwas schief läuft. Von dem ich nicht wusste, dass da muss politische Responsabilität übernehmen ans Recht treten. The scandal emerged after Luxembourg's parliament reviewed a report alleging that the country's security agency was illegally bugging politicians and misusing public funds. Juncker became prime minister in 1995 and is the EU's longest-serving head of government. He was also president of the Eurogroup between 2005 and 2013. The current government will remain in office until the elections take place sometime within the next 3 months.